À la fin. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Focus Poésie sur Zoom présenté par le Centre des Arts de Stansted, une création de Gabriel Safdie. Mon nom est Shelley Pomerantz et c'est la première lecture de cette série que j'anime et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous, ravie de passer une heure à écouter de la poésie, ravie d'accueillir les poètes Laure Morali et Isabelle Miron. Vous savez déjà peut-être que la série se passe en français et en anglais, en alternant les deux langues. Aujourd'hui, la lecture sera en français et dans 2 semaines, ça sera en anglais. Dans quelques instants, je vais vous présenter les deux poètes, mais tout d'abord, je passe la parole à Diane Régimbal, qui est la programmatrice des événements en français de la série. Diane, c'est à vous. Oups, Diane. Merci, Shelley. Je pense que ce serait important. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va? OK. Je pense que ce serait important de fermer chacun votre Diane, paraître tout à l'heure, Laure, Isabelle. Je vais donner les instructions après sur le déroulement. D'accord. OK. Alors, donc, je suis Diane Régem qui a initié de participer à ce projet. J'ai connu Isabelle Miron en 1993. Tu te rappelles, Isabelle? C'est incroyable. On a publié en même temps notre premier recueil de poésie aux éditions du Norrois. Alors, ça remonte à un certain temps déjà. En 2002, on s'est revus à différents moments, puis en plus, on habite le même quartier, on se voit. Diane, vous êtes sur mute. Pardon. Là, OK? Oui. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit quand même? Oui. OK. En 2002, donc, à la librairie L'Écume des Jours, sur la rue Saint-Viateur dans le Myland. À l'époque, cette librairie était dans le Myland. Maintenant, elle est dans Villeray. Isabelle lançait un autre recueil de poésie. Avec son amie Laure, que je ne connaissais pas, donc, et qui lançait un texte, un récit dans une maison d'édition française, je pense, en Laure, La part du commerce. Et puis, je les ai entendus lire et tout ça, puis je trouvais ça absolument magnifique. Et par la suite, Laure, je l'ai revue à différents moments et on a eu la chance de participer à un collectif ensemble qui s'appelle Femmes Rapaillées, qui est vraiment un collectif très important de poésie de femmes. Et ensuite, on s'est revus à d'autres occasions, dont le comité femmes du Centre québécois du PEN international. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, Laure et Isabelle. Merci. Merci à toi, Diane. Merci beaucoup. Merci, Diane. Je vais vous donner quelques informations sur le déroulement. Shelley, je te laisse. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Je vous donne quelques informations sur le déroulement de l'événement aujourd'hui. Les micros et les caméras vont rester fermés pendant la lecture, sauf pour Laure et Isabelle, évidemment. Mais à la toute fin, ce serait bien de les ouvrir pour qu'on puisse se dire bonjour et au revoir et se parler un petit peu. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'avez qu'à les mettre dans le chat en bas. Et si on a le temps, à la fin, je vais les transmettre aux poètes. Je vais poser les questions aux poètes à la toute fin de l'événement. Maintenant, un peu d'informations sur les poètes. Laure Morali et Isabelle Miron se sont rencontrées il y a presque 30 ans lorsqu'elles faisaient chacune leur maîtrise en création littéraire et depuis, elles ont nourri cette amitié littéraire. Ça veut dire pendant presque 30 ans.
Comme vous allez voir, leur poésie a beaucoup de thèmes en commun et elles ont eu aussi des projets en commun dont elle va vous en parler durant l'événement. Isabelle Miron est écrivaine, traductrice et professeure de création littéraire à l'UQAM. Elle a notamment publié le roman 10 jours en cargo chez Le Méac, 3 recueils de poésie, Incidence chez Norrois, Passé sous silence chez Troyes, Toute petite et la terre encore chez Troyes, Laisser la quête du sens par le corps chez Michel Beaulieu et Juan Garcia, paru chez Nota Bene, et une traduction des poèmes de la Canadienne Bronwyn Wallace, intitulé Le des origines chez Norrois. Elle a co-dirigé aussi les collectifs imaginaires du terrain vague, paru chez Le Sabord. J'écris Fleuve chez Le Méac et L'expérience américaine du corps, sens et sacré en littérature québécoise moderne, publié par les presses de l'Université du Québec. Elle vient de terminer le projet de recherche-création Récits nomades, à partir duquel a écrit L'État nomade, un essai qui sortirait dans un collectif intitulé Récits nomades aux éditions L'Instant même cette année en 2021. Laure Morali maintenant est poète, auteur de récits, de romans et de littérature jeunesse, originaire de Bretagne. Elle publie La mer à la porte en 2001, puis La route des vents en 2002, les deux chez La Part commune. En 2003, La Terre, cet animal paraît chez Mémoire d'Encrier, suivi de Traversée de l'Amérique dans les yeux d'un papillon et Orange sanguine. Ces titres en appellent au souffle des éléments pour s'unir autour d'une quête de lumière. Dans le collectif Ours, avec un accent grave sur le U, paru chez Possible Édition en 2019, se trouve imprimée sa plus récente quête en chair et en mots. Elle vit à Montréal. Alors, je vais céder la place aux poètes, juste pour vous dire que la lecture est divisée en 3 parties intitulées Rivage, paysage intérieur et état nomade. Elles vont vous expliquer le tout. Alors, Laure et Isabelle, la scène est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais dire tout d'abord que Laure et moi, on tient à remercier Shelley Pomeranz pour l'animation, Diane Rigimbald et Gabrielle Savdi pour leur invitation et le Centre des arts de Stansted. Donc, tel que présenté, on va commencer d'abord, il y a 3 parties, mais on va commencer par la première qui s'intitule Rivage. Donc, pour la partie Rivage, qui, elle, est divisée en 2 temps, je vais lire des poèmes sur l'estran qui ont été créés lors d'une résidence d'écriture dans le parc du Bic. Et ces poèmes seront publiés à l'automne prochain en livre, disque, page web, parce que c'est aussi une collaboration avec le groupe de musique Lou Mi'kmaq et ça va être publié chez Possible Édition. Je ferai d'ailleurs entendre, pour amorcer ma lecture, un court extrait d'une pièce de Lou Mi'kmaq qui ouvrait le spectacle que nous avons fait ensemble sur l'estran en 2019. Et Laure, quant à elle, va lire des poèmes tirés de son recueil Orange sanguine, puis de Femmes rapaillées, qui est une anthologie dont on a parlé tout à l'heure, dirigée par Isabelle Duval et Vanessa Younsi. Et ce sont des poèmes portant sur les rivages de la Côte-Nord et de sa Bretagne natale. Et dans un deuxième temps de cette première partie, on va poursuivre avec des textes en prose poétique qui ont été mis en scène par Michel Faubert pour le spectacle littéraire Les mots de la mer que Laure et moi avons monté ensemble et présenté avec d'autres auteurs en 2014 et 2015, tirés entre autres de nos livres 10 jours en cargo et Comment va le monde avec toi. Je ferai entendre alors un extrait d'une pièce de violoncelle qui est tirée de notre spectacle. Et je dirais en terminant que mon roman 10 jours en cargo a été inspiré d'une traversée de 10 jours de Barcelone à Rio que j'ai fait en cargo il y a quelques années. Alors que pour Laure, Comment va le monde avec toi découle d'une résidence de création au sémaphore de l'île d'Ouessant en Bretagne. Donc, voilà. Je vais commencer par la musique de Lou Mi'kmaq.
L'estran est de ces lieux qui appellent la présence. Simplement être, simplement vivre la pulsation du monde, ce microcosme de sable et d'eau déployant l'infini. Derrière moi, les roches sédimentaires cisaillent la montagne en strates vertigineuses. Mémoire tellurique sur laquelle je m'appuie et regarde un oiseau virevoltant dans le vent. De la roche à mon corps, à l'oiseau, par-delà le temps, par-delà l'espace, le souffle ininterrompu du vivant. Dans ce paysage d'eau, d'algues et de sel, qui sans relâche recompose le vivant en une phrase à la fois complète et incessante, toute pensée est superflue. Rien à enlever, rien à ajouter ou à espérer, simplement respirer et reconnaître au plus profond de moi notre étrange et commune parenté. Tout est parfait. S'abreuver des sons, des odeurs, des mouvements de l'estran. Ces silences habités, ces silences plénis. S'imbiber, se transformer jusqu'à devenir ces sons pour un temps, pendant que la ligne d'oiseaux se disperse jusqu'au promontoire rocheux. À l'automne, la migration des oiseaux. Leur vol blanc et noir au ras des vagues dessine une ligne de force qui happe le regard jusqu'à l'échapper. Tout le corps vibre à cette partance qui réveille une génétique commune. Orange sanguine, un grain de sel. Le vent s'engouffre dans mon parapluie, au bout de la jetée de pierre engloutie sous les vagues vertes de la grande marée. J'attrape du sel au creux de la main, j'en avale une cuillère et le reste, je l'étale sur la poitrine là où ça bat, plus fort quand je pars. Le port est un bateau. J'ai vu la mer monter le long de ton dos. J'ai vu une femme te garder de la mer. Un phare te frôle. Je n'ai pas connu la mer sous Anticosti, à l'ombre de l'île Mingan, cabane en équilibre sur les roches bombées. Nous tirions des rideaux légers au soleil de 3 heures. Regardions les loups marins sortir la tête des vagues. Leur dos lisse humecté, on aurait dit ces pierres ramassées dans le lit de la rivière pour la cérémonie du soir. Je buvais le thé noir en sachet qu'aiment les vieux, pour l'avoir tant de fois échangé au comptoir de la baie d'Hudson, contre la fourrure d'un renard argenté. Les murs des marais, un pain chaud craquelé sous le sable, sous le feu, je n'ai pas connu la mer dans les mains des vieilles femmes qui ramassent les œufs, des moyacs sur les îles à la fin de l'été. Sortie de la forêt comme Dany, la mer avec elle c'était ce voyage qu'il fallait entreprendre à travers Nochumit. Elles m'ont appris le nom de la mer, Sheepake, la couleur verte. Sur la savane, aux feuilles veloutées, le soir, une grand-mère, foulard plus rouge que le soleil, me demandait de faire dos à la mer avec elle, frêle du haut de ses 100 ans. Face au nord, nous appelions la baleine, bercions l'esprit de l'eau. Je n'ai pas reconnu la mer dans ses yeux. J'ai vu la vie s'élargir jusqu'au rebord du monde. Le golfe du Saint-Laurent, la taïga, mes mains pleines de thé du Labrador, enivrées par le son de grands mammifères marins, les aurores boréales épongeaient les fièvres de mes fugues dans la voie lactée de l'enfance. Autour de l'étoile polaire, comme les ours retournés, Mingan, une petite île et des amis anciens, j'étais là, sans raison, comme la mer. J'ai repris la route un matin avec le goût de l'Est dans la bouche, le grain de sel de la lumière. J'allais à l'Ouest, cependant. J'ai pensé voir plus loin ce qui dure, mais c'était là, fluctuant, mon corps paysage livré à la marée, ne jamais appartenir à une seule terre.
ne plus exploser comme une mer dans un bocal. Je rentre océan à la place des hommes. Je rentre en toi, à pas d'anémone. Mes yeux épongent ton reflet. Le village était blanc. Le village était rose par-dessus mon épaule. La vrille des poissons-ci. Un scintillement de galaxies qui s'efface au bruit des pins maritimes. Dans les yeux, mes îles voient ce qui en moi voyage. En regardant le littoral au loin, je réalise à quel point la mer, beaucoup plus que la terre ou le ciel, donne une sensation de fragilité, de petitesse, d'infériorité vis-à-vis des éléments naturels, la vie et la mort. Comme un peu tout le monde, je me promène sur Terre avec l'impression que la vie est éternelle. En mer, rien de tel. On sent que la mer nous tient captifs. On ne se dirige dans la direction choisie que selon son gré. On n'est vivant que selon son bon vouloir. Elle n'a qu'à lever le doigt et nous serons anéantis au fond de l'abîme. La vie en mer s'appuie sur des balises autres que celles de la routine terrestre. Il faut s'habituer au tremblement perpétuel du corps. Tâcher d'être conscient de ce qui, en soi, vibre en dessous du roulis. Et comme ce matin, n'opposer aucune résistance au corps qui tangue en suivant le rythme du bateau. À être à l'écoute de l'indicible qui flotte un peu partout en mer, cette surface aujourd'hui lisse comme un œuf. Du pont, la mer absorbe le regard. D'un bleu turquoise parsemé de moutons desquels chaque fois je crois voir surgir un dauphin ou une baleine. Mais non, il n'y a que de l'eau salée, à perte de vue. Je ne me lasse pas de l'observer, d'en humer les effluves. La mer, un frisson zébré de fines rayures de mousse, avec ici et là des creux où l'ombre se niche et s'esquive au gré des saillies qui émergent et s'enfoncent doucement. Le temps passe vite sur le cargo, sans obligation autre que de m'occuper à examiner la texture de l'eau et des courants, à m'exposer au vent. On dirait que les heures coulent sans offrir de prise. Plus souvent qu'autrement, mon regard flotte sur la ligne du large. En mer, où aucune balise visuelle n'ordonne les jours, le temps se fond à l'espace environnant. Lorsque je contemple l'océan, la durée se dissout dans les vagues. 1 minute se distingue à peine d'1 heure. Je vais vous partager mon écran pour vous passer un vidéopoème qui a été réalisé pendant ma résidence au sémaphore du Créac sur l'île d'Ouessant. Ça s'intitule La corne de brume et c'est un extrait du livre Comment va le monde avec toi. Si tout va bien, ça sera ça, sinon je lirai dans le livre. Isabelle. Désolée. C'était pas la corne de brume, mais presque. Partager mon écran. Ok. Ok. La corne de brume n'a pas dérougi de la nuit. Les faisceaux des phares caressent la lande fatiguée.
Je tente de m'endormir, les nerfs vifs, d'entendre le ululement des rocs, ces vieux hiboux, prévenir les navires de leur douloureuse présence. Et je plains les gardiens de phare, en paradis comme en enfer, d'avoir eu à subir le son pénible de la corne des semaines durant. Comment tenir la tête hors de l'eau, quand rien ne sépare plus les nuits des jours, les fantômes de la chair des fantômes, les rêves des cauchemars, des rêves, le désir du dégoût, le lointain du proche, la terre, de l'eau, le feu de l'air. Il doit falloir trouver la force d'aller chercher en soi la plus singulière mélodie, celle capable de rivaliser avec la torpeur dans laquelle nous fait entrer la résonance sourde et lancinante de la corne. Être un brin d'herbe sur lequel on passe des doigts humides, monter vers l'aigu, siffler comme l'huître épie, se rapprocher de la note de vie qui percera la brume en affirmant la volonté de renaître. Le miracle a lieu ce matin vers 9 heures. Le soleil gomme peu à peu la brume, sans effacer les rocs dont les formes semblent se révéler pour la première fois. La laine mouillée de l'air et les filets de l'écume s'en mêlent aux rochers, s'effilochent en silence, esquissent miniatures comme des mirages. Sous l'œil placide des goélands, je me jette à l'eau. Bonjour la mer, ma belle frangine aux parfums frais, de toutes les terres, de tous les hommes mélangés. Maintenant, on va passer à la partie 2, paysage intérieur. Donc, c'est un autre thème qu'on avait en commun, Isabelle et moi. Depuis une vingtaine d'années, Isabelle pratique la méditation de type bouddhiste, ce qui lui a inspiré une série de poèmes parus dans la revue Contre-jour. Le premier poème est issu de son expérience de la traduction du recueil Lieu des origines de la poète canadienne Browen Wallace, paru aux éditions du Norrois en 2016. En écho, je lirai ensuite des poèmes tirés de La Terre c'est animal et Orange sanguine, des moments suspendus entre le rêve et l'éveil. Toi, Isabelle. C'est l'heure que tu préfères. Ce moment juste avant la fin de la nuit, lorsque le monde, encore endormi, se laisse bouger par les rêves. Dehors, les graminées, les fleurs hautes et les oiseaux s'ébrouent, tiraillés encore par le sommeil qui tarde à lâcher prise. Le contraste est encore plus violent en ville, où rien ne bouge, jusqu'à la soudaine première porte qui claque, et le moteur de la voiture qui démarre, crevant tout d'un coup le silence. Tu te tires du lit pour t'asseoir les yeux clos. Pendant que tu observes en silence chaque parcelle de ton corps tressaillir de lumière, tu viens tranquillement à la vie, découvre en toi un monde comparable au lac sans rides sur lequel tu te laisses l'été porter en canot. Émerge alors une conscience aiguë de la paix qu'encore aujourd'hui tu retrouves lorsque tu arrives à t'extirper du tourbillon de la pensée, transformation de la perception à laquelle puise l'expérience poétique. Cependant, ce matin, quoique t'appliquant avec minutie à ouvrir ton corps, ta conscience fuit. Cette ultime tentation que sont les mots de ce poème qui tournoient dans ta tête et que de guerre lasse, tu jettes sur papier pour qu'il te laisse en paix. Tu y reviendras plus tard. Tu te demandes si la conscience ne serait pas un capteur sensible d'idées qui flottent dans l'air du temps. Chaque pensée ne nous appartenant moins qu'elle nous habite, le temps de syntoniser le bon poste au bon moment. S'il en est ainsi des idées de la conscience, alors même ce poème qui les rassemble ne t'appartiendrait pas. Pas plus que ce livre, caché entre deux autres,
sur lequel par hasard tu tombes à la bibliothèque. S'il en est ainsi des idées, alors même ta conscience ne t'appartiendrait pas. Elle flotterait entre les strates de la matière que tu habites, des bribes de sensations agglomérées par le langage du corps et le corps du monde, articulés en un seul mouvement. Là. Je vais d'abord lire dans La Terre, c'est animal, qui est paru en 2003, mais qui vient d'être réédité par Mémoire d'Encrier avec quelques poèmes en plus et avec une nouvelle couverture. Donc, ça sort le 1er février, puis je viens juste de le recevoir, donc je suis contente de lire dans cette nouvelle édition. Quand on marche dans les aubes d'un continent vieux, il arrive que des ancêtres nous bousculent en nous prenant les mains. Et nous tombons à genoux pour sentir le ciel dans le sol. La terre, cet animal, quand elle respire, nous marchons dans son rêve. Qui sommes-nous, lentement, dans le songe du vent? Il n'y a pas de blé sans vent, de mer sans marée, de bleu sans nuage, douceur des tempêtes. L'aube est égale au vent qu'elle précède. Sans gré des Crystal Mountains, la route suit son cours. Le vent touchera de nouveau mes cheveux. Je me coucherai dans un autre soleil. Sur le front de cet amour, un secret bleu. Mais qui sont ces abeilles dont les ailes déversent des frémissements d'étoiles? Chaque matin est un rêve du soleil. Vent, je te crois. Rêve, je te crois. Orange sanguine. Un oranger contre la vitre encadré par des briques, des câbles noirs. Les voisins sont partis sans leurs arbustes. 10 soleils brûlent de froid. Réel est le vent qui pousse les rêves de l'autre côté, les attend. Reflet du monde jusqu'au monde. La terre, c'est nous. Écoute-la respirer. Prends pour toi la force de ces chants. Il épluche une orange dans la veste. Non, il épluche une orange dans la poche de son veston gris. Le vieil homme derrière la bibliothèque. Son parapluie noir lui sert de canne au soleil. Des gens vivent à l'intérieur des arbres, la lumière. Un souffle se froisse, l'impression d'avoir déjà vécu. Cet instant au parfum déchiré. Une fleur s'écrase au sol. La délicatesse couvre un pressentiment. Vivre sa parole comme on vit avec ses yeux. Chaque mot attend son heure. Ce que l'on voit revient d'un temps collé à l'ombre. La terre n'est jamais loin du ciel. On va commencer notre troisième partie, qui s'appelle État nomade. Donc le voyage et l'état nomade nous relient également, Laure et moi, depuis notre rencontre. Dans un premier temps, on va alterner avec des textes inspirés de 2 voyages, le mien au Népal et celui de Laure dans le Sichuan, en Chine. Ces textes sont parus dans la revue Bacchanal en France. Dans un second temps, et c'est ainsi que nous terminerons notre lecture, nous lirons chacune des textes écrits en territoire innu. Pour ma part, il s'agit de poèmes que j'ai rédigés lors de la rencontre des écrivains du collectif Aimitito Parlons-nous. C'est un collectif qu'avait dirigé Laure. Et on s'était rencontrés tous les écrivains à la Rivière Romaine en 1999. Et donc pour Laure, il s'agira de textes tirés du collectif Ours, paru chez Possible Édition. Elle lira des textes portant sur son retour dans le territoire de Shimoun, 19 ans après son séjour de 3 mois dans le Nutchimit, là où, dit-elle, les Inuits ont vécu pendant des milliers d'années sans jamais avoir eu à inventer le mot liberté.
Donc, je commence avec mon voyage au Népal. Tuman, qui veut dire point de vue. Népal, 5 mai 2017. Hier, descente vers le village de Tuman. Les genoux défaits, avec la pluie et ensuite le tonnerre. Les décombres partout. La guest house étroite, les corridors sombres, les petites chambres. Mes amis et moi piquons du nez. Autant la marche effectuée la veille vers Tatopani a stimulé nos sens, autant celle-ci nous éteint. Blues de Véro, ennui de Julie, maladie de Lise et de Sylvie, mon insatisfaction. La pluie torrentielle. On parle de l'épicentre du séisme tout près, de glissement de terrain, de notre sentier de demain complètement détruit. Des cris perçants de notre hôtesse dans la cuisine. Je demande à Rajiv, un tamang a trop bu, il se fait jeter dehors. Nous rentrons nous terrer dans nos chambres pour la nuit. Au réveil, le ciel cristallin. Les montagnes du Tibet aperçues pour la première fois et si près. Avec celles du Langtang, une chaîne quasi ininterrompue de dentelles blanches sur 180 degrés. Les drapeaux tibétains du village qui flottent par centaines, le tambour du lama, les marteaux des tamangs qui s'activent à la reconstruction et tous les oiseaux partout. Bridim, qui veut dire l'endroit des yaks, 7 mai 2017. Après le dîner, j'écoute la maman de la guest house qui haume son enfant pour l'endormir. Un vieil homme du village vient s'asseoir et prendre le thé. Il nous regarde en souriant avec intérêt. J'interroge Rajiv, qui traduit en tibétain. Cet homme de 87 ans a fui le Tibet avec son fils et sa fille à 30 ans, après la mort de sa femme par les Chinois. Je lui tends le livre sur le bouddhisme tibétain que je suis en train de lire en guise de pont entre nous deux. Il le prend, regarde la photo du moine sur la couverture et la pose à son front. Je lui demande d'écrire son nom dans mon cahier, mais il me fait signe qu'il ne sait pas écrire. Nous parlons en sourire, en regard, en gestes simples. Il est heureux d'être parmi nous et moi d'être en sa présence. À la tombée du jour, s'élève le chant du lama que ponctue le tambour et la cymbale. Un rythme continu en 7 temps avec une légère variante. Le lama récite et je n'y comprends rien, mais je suis. Une sorte de mantra qui semble venir du fond des temps lorsque tout était magie. Cette musique flotte dans tout le village, imprègne l'air que je respire et fait vibrer les murs des maisons. Pendant que les étoiles apparaissent une à une dans un ciel sans nuages, une mémoire vivante traverse les âges, la matière et les êtres. Tout est encore magie. Quand on a choisi nos textes, Isabelle et moi, en tout cas pour cette partie-là, on ne s'était pas du tout concertés. Et on s'est dit Népal, Sichuan, on avait réfléchi chacune de notre côté. Et puis en lisant son texte, j'étais très surprise de voir les coïncidences avec mes propres rencontres dans le Sichuan. Donc cette petite série s'appelle Des pas dans le Sichuan. Une chambre à Chengdu. Les poissons absorbent le feu des étoiles voilées. La montagne foudroie ceux qui montent dans leur origine, de l'autre côté de leur monde, disent-ils, l'un après l'autre, tout près
de mon paysage entrouvert. King Sheng Shan, le ciel peint des pierres de son pinceau de pluie. La voix bleue d'une montagne, les perles de l'espoir suspendues au vide, attendent la bouche qui les saisira. Enrouler mon cœur, dragon. Sans un mot, parmi les conifères détrempés de brume, avec l'ami apparu devant un panneau, recouvert de signes pour moi illisibles, nous nous sommes souris. Vêtu de rouge dans la jungle, je le vois, homme saumon, saumon. Ne pas se perdre dans la montagne à travers le regard d'un ami. La pluie s'écoule du pain de Lao Tzu aux 1000 rubans. Les pinceaux du vertige s'échappent de nos mains pour tomber aux pieds de l'ancêtre, qui dans ses yeux voit le soleil emplir la lune. La lumière flotte dans la pagode, le vieil enfant sourit, le ciel à côté de l'oreille. Silence dans les étoiles, silence dans les personnes du ciel, joindre les mains au paysage, le souffle ébloui. Pourpre, nuageuse, l'âme prend son essor, pluie d'automne. La vie qu'on augmente en la diminuant, écriture de nuages. Sur la ligne 2, en compagnie du vieil enfant sorti des vapeurs de la montagne, nous échangeons nos WeChat sous les yeux assombris d'étoiles impossibles à dissimuler d'un jeune moine. Dans un maladroit embrassement, je quitte l'ami sur le quai et le jeune taoïste se retourne dans l'escalier roulant. La tunique bleu nuit s'éloigne. Au départ de Chengdu, la joie explose dans ma tête, Lao Tzu. Désormais, amis, nous nous reverrons entre deux vides, sur le chemin plein d'un trait yang, la caresse du yin aux lèvres, le demi-sourire de ceux qui taisent la faille de leur renaissance. Frontière orientale, les plis de la terre, ces montagnes, j'entends les 4 paysages se retourner d'avoir eu le temps au cœur. Mon voisin porte un bracelet d'ambre vieux de 5000 ans. Nous survolons ce qui nous survole. 8 grues blanches rosissent dans le couchant. 100 poèmes, celui du ciel et de la terre. Je vais terminer ma lecture avec 4 petits poèmes écrits sur la rivière romaine. Dans un poème que j'écrirai sur la romaine, il me faudra dire sapinage, étoile filante, joie et humour des Inuits, et puis bannique et saumon, épinette et mouche noire, grand vent et sable sous les pieds. Dans un autre poème, je parlerai du silence immense m'accueillant sur Nikao Minichit et de la paix devant ce ciel étoilant de partout la plage longue. Je parlerai aussi de ce qui, chez moi, a commencé à se déployer en vivant le territoire avec ceux et celles qui l'habitent. Et puis, au ralenti, une image. Tara Emmanuel, c'est ma fille. Tara Emmanuel a 5 mois, dansant sous les filets blancs et mauves accrochés au wampum. Le temps comme suspendu avant le rituel. Je me suis lavée dans la romaine, j'ai bu de la romaine est dans mon corps, la romaine est dans mes veines, la romaine coule dans le lait que je donne à Tara Emmanuel. J'ai encore cette image de toi avec Tara Emmanuel sous les filets des moustiquaires, sous la tente ronde, la tente à sudation, c'était et plein de rubans multicolores autour de vous. J'avais fait une photo d'ailleurs, c'était tellement magnifique. Alors moi, je vais lire dans Ours, un collectif paru chez Possible Édition, 4 voix, Marie-André Guil, Maïgan Lepage, Sébastien Ménard et moi-même.
Le projet, c'était d'aller chacun sur les traces de l'ours, la quête réelle ou symbolique de l'ours. Mon trajet à moi, c'était donc dans le Nutschumit, au nord du territoire, au nord de Mingan, pour retrouver l'endroit où j'avais été 3 mois, il y a 19 ans, enfin maintenant un peu plus, en 98, je crois. 98. Passé 3 mois avec un vieil homme, Shimoun, et sa famille, et sa fille, et son gendre. Donc là, j'y suis retournée avec sa fille. Orphelins de l'univers, nous cherchons l'ours comme des enfants, leur mère. 1 heure et demie de vol, les montagnes et les rivières dessinent les méandres où mon amour se fond, celui de cette époque où j'ai suivi le vieil homme. À l'approche du grand lac Koukames, que me pointe le pilote au loin, mon cœur s'agrandit. J'ai marché sur cette eau quand elle était gelée. J'aperçois le nouveau camp de Noéno à la tête du lac. Nous sommes 2 orphelines qui remontons à la source. Il faut devenir ce que nous sommes, tout oublier. Amour, amour, amour. Le vent de Nutschumit a de ces paroles envolées de la mémoire de la terre. Neige vaporeuse, léger soleil, vent froid, vague en chaloupe, gicle au visage. Un aigle nous précède vers notre ancien campement. Nueno redresse le traîneau de Shimoun délavé par les années le long d'une perche de l'ancienne tente. 2 jeunes sapins ont poussé à l'endroit où nos têtes se reposaient la nuit. Reflux de ma jeunesse, la tendresse du vieil homme. Je noue un morceau de laine rouge au tronc des petits sapins pour qu'ils sachent que je suis revenue. La chaloupe traverse des nuages de neige inattendus dans l'automne brillant. Elle s'enfonce dans un ruisseau recouvert d'aiguilles de mélèze. Agenouillée à l'avant, je mesure la profondeur à l'aide d'une pagaie. Nueno à la carte du territoire imprégné dans sa chair. De lac en lac, elle nous guide sous le soleil parfumé de neige. Si je n'avais pas le sentiment d'avoir récupéré une ancienne force éblouie, je pourrais croire que nous avons rêvé ces instants. Le vieil homme aime nos enfants, comme ses petits-enfants. La montagne noire, reflet mauve sur le lac, un poisson perce, la couche dorée de la lumière. Sur la rive, le lichen craque de givre. Aller chercher de l'eau à la source, ramasser des ikutas en forme de petits canaux. Ces grands-mères feuilles qui nous soignent, prennent soin de la brillance de nos yeux, lavent nos paroles. Tu me disais de prendre une journée à la fois, m'enseignais que le bonheur n'existe que si l'on vit le moment présent. Il faut beaucoup de gestes maladroits et d'égarements pour se souvenir d'habiter son corps maintenant. Tu as tout fait pour que j'apprenne à écouter. Par-delà ta mort, tu m'enseignes la gratitude d'être en vie. Dans l'outre cuite, au feu de la terre, nourrir l'enfant. Chant du huard, là où nage le castor, un mélèze. Vieille femme, ton souffle emplit la forêt. Là où le ciel fend la terre, nous sommes ta descendance. Merci. Merci. C'est à moi de vous remercier pour ces moments extraordinaires. Merci Laure, merci Isabelle. J'ai quelques questions pour vous en attendant qu'il y ait des questions qui paraissent dans le chat. J'aimerais vous poser une question sur cette amitié littéraire de longue date. On va dire, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous vous envoyez des poèmes l'une à l'autre à l'occasion? Est-ce que vous avez déjà écrit ensemble dans la même pièce ou lu ensemble? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Est-ce que vous m'entendez? Oui? C'est vrai que quand on s'est rencontrés à l'UQAM en création littéraire, Isabelle et moi, on aimait beaucoup se voir et se mettre côte à côte dans une cuisine ou un café, puis, ou un parc, et regarder les textes de l'autre et puis échanger
pour essayer d'améliorer nos textes. On aimait ça le faire côte à côte. À l'époque, il n'y avait même pas encore Internet, d'ailleurs. Et c'est vrai que... vous ne pouviez pas le faire en Zoom, quoi. Non. Je garde des bons souvenirs de cette époque, et quand on parle avec Isabelle de se lire, j'ai comme pas envie de le faire par courriel. J'attends qu'on se voit. Voilà. Comme j'ai trop de bons souvenirs de ces sessions de travail ensemble pour le faire à distance. Ouais. Mais je rajouterais que à peu près tout ce que j'ai publié, je pense que Laure l'a vu avant la publication je lui demandais toujours qu'est-ce que t'en penses, y a-t-il des choses à améliorer, sois le plus critique possible, s'il te plaît. J'ai toujours très confiance en son œil. Puis est-ce qu'elle était? Puis est-ce qu'elle était critique? Est-ce qu'elle vous disait ses commentaires? Oui, je pense qu'on est très... si on le fait, c'est vraiment parce qu'on a envie de recevoir le commentaire de l'autre. Et puis, oui, il y a toujours des choses à retravailler. C'est vraiment 100 fois sur le métier, en tout cas pour ma part, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Puis, ce qui est intéressant aussi quand ça... J'aime beaucoup... Pardon. Je voulais dire, ce qui est allez-y, là. Quand ça fait si longtemps qu'on lit quelqu'un puis que l'autre nous lit, c'est qu'on est aussi la mémoire de l'autre. Et parfois, moi, j'ai oublié que j'avais écrit des trucs. Et Isabelle me dit, mais t'avais déjà ça dans tel texte. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais écrit ça. Elle me ressort le truc. Donc, on est comme la mémoire aussi de l'autre. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ah, c'est bien ça. Oui. J'aime tellement la façon dont vous travaillez ensemble. Ça se voit que vous avez des liens de longue date, comment vous partagez l'écran et tout. Mais je me demandais, en vous écoutant, est-ce que vous avez toujours été aussi à l'aise en faisant de la lecture? Évidemment, ce n'est pas devant le public comme on fait normalement, mais est-ce que que ce soit en Zoom ou en public, est-ce que vous avez toujours été toutes les deux aussi à l'aise? Isabelle, vous en premier. Pas du tout. D'ailleurs, je vois dans le Zoom qu'il y a mon ami Martin Poirier, là, qui est là quelque part, là, sous un autre nom, mais en tout cas, mes premières lectures, il fallait que ça soit quelqu'un d'autre qui lise mes poèmes, parce que j'étais trop gênée. J'étais trop gênée pour lire mes poèmes. Ça a pris quand même un certain nombre d'années avant que je puisse lire. Puis après, je suis devenue prof, donc j'ai été obligée de, de m'habituer à être devant des gens. Donc j'ai travaillé la chose. Moi, je vais faire pareil. On ne pourrait pas deviner que vous avez. Comme Isabelle, moi, j'ai mon amie Fabienne qui me connaît depuis l'âge de 12 ans, 11 ans, qui est là. Elle écoute depuis la Bretagne. Et puis, elle pourrait aussi témoigner que je l'envoyais plutôt, elle, lire les poèmes de Baudelaire devant la classe quand je récitais de la poésie. Moi aussi, je suis très gênée, mais on est obligé de... Mais c'est vrai que c'est pas... Oui, allez-y. Vous êtes habitué à lire en public. On apprend en faisant. On apprend en faisant, ça fait partie du métier. Donc, ouais. Bon, mais on ne le voit pas maintenant. On vous sent on vous sent très à l'aise. Isabelle, j'ai une question pour vous. J'espère que c'est approprié. Mais d'avoir le nom de famille Miron quand on est poète au Québec, est-ce que c'est un atout ou le contraire? Aucune idée, à vrai dire. Mais évidemment, c'est à peu près la première question qu'on me pose. Puis souvent, en fait, quand j'étais... là, je donne moins de cours de littérature, là, ou en fait, même des cours en création. Avant, je commençais par... s'il y a une question qui vous vient spontanément en tête lorsque vous regardez le plan de cours, la réponse est non. Quelle est la question? Et puis là, je regardais qui était capable de trouver la question. La question, c'est « Êtes-vous la fille de Gaston Miron? » En fait, ça pour dire que je pense pas que ça m'a jamais nui. Non?
C'est une bonne chose. On n'a pas de questions comme telles. Je regarde dans le chat, mais il y a beaucoup de remerciements. Les gens qui disent que c'est magnifique, c'est un beau voyage. Alors, mais si jamais on a encore peut-être 2-3 minutes, mais je tiens à rappeler tout le monde que les livres de Laure Morali et Isabelle Miron sont disponibles chez leslibraires.ca si vous voulez en acheter. Je tiens à remercier Laure Morali et Isabelle Miron. Je tiens à remercier vous, les spectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Gabriel Safdie et Diane Réjambal et toute l'équipe du Centre des arts de Stansted. On serait de retour dans 2 semaines, le 30 janvier, avec Tanya McIntyre et Marjorie Brummeler, qui vont faire la lecture de leur poésie en anglais. Et dans un mois, le samedi 13 février, les poètes invités seront Joséphine Bacon et José Aclin pour un événement en français. Alors, on a une question, c'est ça, chez quelle librairie? J'ai dit leslibraires.ca, c'est peut-être la meilleure chose en ce moment. Je ne sais pas, les poètes, est-ce que vous avez d'autres librairies à suggérer? Ou ça vous convient, leslibraires.ca? Ils vont pouvoir référer la personne à son libraire à côté de chez lui. C'est des librairies indépendantes. Oui, les libraires indépendantes, c'est sûr. Pas d'autres. Oui, leslibraires.ca, c'est Diane qui a mis ça. Alors, vous avez qu'à regarder dans le chat si vous voulez voir, mais je pense que c'est facile, leslibraires au pluriel.ca. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'on peut ouvrir les micros, les vidéos, les caméras sont déjà ouvertes. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez envoyer la main, dire bonjour, ça va nous faire plaisir et j'espère vous voir pour une prochaine lecture. Bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. Merci. Au revoir, merci pour votre belle lecture. Hein. C'était super.